Bonjour à tous et bienvenue pour cet essai de la Honda CB500X qui adopte des évolutions marquantes pour 2022, tout comme le reste de la fratrie CB500, puisque je vous le rappelle, Honda, fidèle à sa politique de partage de plateforme, propose 3 déclinaisons à partir de la même base moteur et de la même base châssis, à savoir le Roadster CB500F, la sportive gentille CB500R, et cette moto CB500X que Honda qualifie de trail, même si là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu exagéré, puisque de trail, cette machine n'en a pas vraiment les attributs, hormis donc sa jante avant en 19 pouces, son côté un petit peu baroudeur suggéré par quelques éléments plastiques. Sinon, pour le reste, on est bien en face d'un roadster rehaussé qu'on pourrait rapprocher finalement dans le milieu automobile à un SUV, c'est-à-dire une moto qui a des allures un petit peu tout-terrain, mais qui au final se destine davantage à une utilisation urbaine. Les principaux efforts de Honda sur ce millésime 2022 ont porté sur le train avant, qui adopte une belle fourche inversée, vous avez vu, avec un revêtement un petit peu anodisé, c'est très joli, mais surtout des doubles disques de frein, puisque depuis son lancement en 2013, cette saga CB500 se contentait d'un seul disque, et notamment sur cette CB500X qui a donc des velléités un petit peu voyageuses, c'était quand même un peu faiblard au niveau du répondant. Donc Honda monte en puissance, lui adjoint donc 2 disques avec une découpe pétale, ça aussi ça fait un petit peu d'effet, et des étriers Nissin à montage axial. Il y a une répartition des masses également un petit peu différente qui a été davantage portée sur l'avant pour justement améliorer l'appréhension du train directeur. Il y a également de nouveaux réglages de suspension et puisqu'on est sur l'arrière de la machine, sachez aussi que Honda a allégé le bras oscillant en diminuant l'épaisseur des feuilles d'aluminium. Et oui, le diable se cache dans les détails. Les jantes également s'allègent légèrement grâce à l'emploi de nouveaux bâtons, là aussi un petit peu allégés, donc ça c'est bien, c'est au bénéfice des masses non suspendues. Ça va améliorer l'agilité de cette moto qui pèse 199 kg en hausse de 2 kg. Donc on comprend aussi pourquoi Honda a voulu alléger certains domaines. Parmi les autres modifications apportées à cette CB500X, notons l'arrivée d'un éclairage et de clignotants full LED qui rehausse la qualité perçue de cette moto qui, par ailleurs, ne démérite pas sur ce point avec un degré de finition tout à fait satisfaisant. Nous avons également un nouvel habillage avec des nouveaux graphismes de plastique qui fait imitation carbone et qui, pour le coup, ne fait pas cheap, ne fait pas bon marché et apporte, là encore, quelque chose de sympa à regarder. Autre point qui évolue pour 2022, c'est le moteur. Donc on est toujours avec un bloc bicylindre en ligne de 471 cm3 qui développe 47,6 chevaux, c'est-à-dire la puissance limite des permis A2, donc pas besoin de la brider, on ne peut pas non plus la débrider au bout des 2 ans du permis probatoire. Ce moteur développe 43 Nm de couple et ce couple a été retravaillé par Honda par le truchement d'une nouvelle injection afin de délivrer davantage de poussée dans les bas régimes afin de propulser donc cette moto avec plus de dynamisme. Sinon, nous retrouvons aussi une bulle réglable sur 2 hauteurs, à condition toutefois d'avoir des outils, et un tableau de bord de type monochrome, c'est-à-dire donc pas de couleur. Il n'est pas connecté non plus. Par contre, il y a toutes les informations qui sont clairement affichées. Le seul petit bémol que Motonet a détecté à ce stade, c'est surtout qu'il n'y a pas de commande portée au guidon, donc on est obligé d'appuyer sur des boutons qui, soit dit en passant, demandent une pression assez forte, notamment avec des gants d'hiver. C'est pas toujours le plus pratique. Puisqu'on parle pratique, on aurait apprécié également d'avoir une petite prise 12 volts ou USB. L'air de rien, ça généralise quand même, donc ça aurait pu trouver sa place sur cette moto. On aurait apprécié également que la béquille centrale sur laquelle j'ai juché la moto là pour les besoins de la vidéo soit de série et non pas en option. Parce que là, pour graisser la chaîne notamment, ça aurait quand même été un plus, notamment pour une moto à vocation baroudeuse. Un sabot moteur digne de ce nom aurait été également le bienvenu au lieu de cette petite pièce en plastique qui ne couvre finalement que le flanc du collecteur. On aurait également apprécié des pare-mains qui auraient justement en plus complété l'allure un petit peu tout-terrain de cette moto. Voilà pour l'essentiel, maintenant on passe au guidon et je vous délivre nos sensations. La CB500X, c'est le genre de moto qui joint l'utile à l'agréable. J'explique. Grâce à ces modifications par rapport au Roadster, elle apporte du confort et de la protection supplémentaire qui lui donne donc des caractéristiques un petit peu utilitaires, mais utilitaires dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas cette mauvaise image, entre guillemets, de moto de coursier. Parmi ses qualités, un excellent équilibre. On est bien sur une Honda, hein, clairement. Donc on a vite ses marques sur la CB500X.
La position est typique du genre, avec le buste droit, les talons dans le prolongement, les bras écartés par le guidon, mais de façon raisonnable, puisque, comme je vous l'ai dit, la CB500X, elle reprend des attributs un petit peu esthétiques du genre trail, mais ce n'est pas une mini Africa Twin. Donc, la hauteur raisonnable de la selle permet de toucher à plat de chaque côté pour un pilote d'1,75 m. La moto est courte, compacte, son bicylindre de 471 cm3 ne prend pas beaucoup de place. On a simplement les genoux qui sont un tantinet plus écartés que ce à quoi on s'attendait, à cause de l'habillage, notamment qu'il y a sur le cadre tubulaire. Cette selle, eh bien, elle est bien dessinée, elle est confortable, elle manque un soupçon de moelleux pour les longues étapes. Au niveau de la protection prodiguée par ce pare-brise, eh bien, celle-ci, elle nous a très correctement surpris, puisque nous avons une protection qui va jusqu'à une bonne moitié du casque. Il n'y a pas de turbulence au niveau du buste, et on a les épaules également qui sont abritées. Donc plutôt bien par rapport au programme. Le seul petit manque, surtout, vous voyez, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, il fait froid, on avait -1 au thermomètre ce matin, eh bien, il manque des pare-mains, on en revient toujours à ça, parce que clairement, là ça serait bien pour casser un petit peu le vent glacial qui tend à s'engouffrer là sur nos gants. Je vous le disais, davantage de confort que sur le Roadster, grâce notamment au débattement supplémentaire des suspensions, qui apporte davantage de progressivité, davantage de course. Et sur du réseau secondaire comme ici, c'est de très très bonne facture le comportement justement de ces suspensions. On a un compromis d'origine qui est plutôt souple, donc avec une absorption des chocs assez sensible, plutôt fine, donc un confort global qui se révèle très satisfaisant, en tout cas pour le genre de route que nous avons emprunté. La seule limite au niveau de la suspension arrière, on la trouve quand on chatouille la moto, quand on va chercher ses limites, justement. Il y a quelques petits mouvements de l'amortisseur arrière qui nous montrent que non, on n'est pas sur une machine à vocation sportive. À l'avant, en revanche, là c'était une très très grande surprise, très bonne surprise, que cette nouvelle fourche inversée qui travaille très très correctement. On a un parfait contrôle du train directeur, on a une très bonne lecture de la route. Il y a beaucoup de renvoi d'informations qui se fait de façon naturelle, fluide. La moto, elle s'inscrit en courbe très facilement. On rectifie la trajectoire de façon tout aussi évidente. C'est là aussi où on apprécie d'avoir entre guillemets une petite cylindrée, puisque grâce à son poids contenu à 200 kg, 199, on a justement cette réactivité en courbe. On apprécie également de pouvoir garder les freins en courbe, voire même les reprendre, puisque je vous le dis, le train avant est bien suspendu, efficace, et on peut beaucoup s'amuser. On l'a mis en contrainte, on a joué avec, et sincèrement, il n'y a aucune dérobade. Ajoutez à ça que la CB500X est une très bonne braqueuse, elle fait demi-tour dans un mouchoir de poche, bien aidé en plus par justement son équilibre, et vous obtenez là déjà une très bonne copie. Alors puisqu'on parle de freinage, celui-ci se voit amélioré par l'intermédiaire d'un deuxième disque, mais on n'a pas les étriers radio du Roadster et de la Sportive. Alors pourquoi? On a interrogé Honda France, qui nous a répondu que c'était pour ne pas déstabiliser les débutants qui s'aventureraient en tout chemin avec un freinage un petit peu trop mordant. Bon, alors, encore une fois, on le répète, la CB500X, c'est pas un trail à proprement parler. Nous, on a fait effectivement des incartades dans des chemins roulants, sur du stabilisé, et la moto a répondu présent, clairement. Comme je vous l'ai dit, étant donné qu'elle est facile, et qu'elle a effectivement ce débattement de suspension important, on peut tout à fait
aller sur du chemin, faire quelques petites grimpettes, etc. Mais il y a quand même des limites structurelles à la moto qui vous indiquent que non, c'est pas une moto d'enduro. Donc par exemple, les garde-boue qui passent au ras du pneu, si vous allez dans la boue, ils vont se remplir de terre et vous allez être bloqué. On a également tout le moteur, le collecteur qui est très exposé. On a des roues à bâton, on n'a pas de pare-main. Bref, voilà, c'est effectivement du tout-terrain qui est davantage suggéré que assumé. Bon, tout ça pour dire que voilà la raison pour laquelle cette CB500X n'a pas les étriers radio. C'est effectivement pour pas déstabiliser les débutants avec un freinage un poil mordant. Alors du coup, bon, ce freinage, alors certes, il est meilleur que la génération précédente, mais effectivement, il n'est pas hyper violent lorsqu'on saisit la poignée. Faut pas hésiter à le presser un petit peu le premier tiers. L'attaque n'est pas phénoménale. Cependant, la puissance est là, le répondant également. Faut juste prendre l'habitude de presser le levier avec une certaine vigueur. En revanche, à l'arrière, alors là c'est un sans faute. J'ai beaucoup aimé ce frein arrière qui a du dosage, qui a du répondant, en tout terrain notamment, debout, en position debout. Eh bien, ce frein arrière, il a livré de très très bonne qualité pour notamment aider la moto à faire des petits demi-tours, etc. Donc ça, là-dessus, bien joué de la part de Honda. Et on a apprécié à cette occasion de constater que l'ABS n'entrait pas en action trop tôt, y compris donc sur du chemin roulant. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. L'ABS qui, soit dit en passant, est le seul équipement à porter de l'électronique, on va dire, sur cette moto, puisque bon, il n'y a pas de mode de conduite sur la CB500X, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas de gestion du frein moteur, non, tout ça, ça se fait à la poignée de gaz, à l'ancienne, si j'ose dire, et ça se fait très bien, parce que bon, on a une injection bien calibrée, et puis compte tenu des performances quand même modestes de la moto, bon l'anti-patinage il ne manque pas, en tout cas pas par une journée ensoleillée comme aujourd'hui. On n'a vraiment eu aucun problème de grippe, puisque la machine, encore une fois, comme elle est bien suspendue, bien équilibrée, la motricité elle est là, on sort des virages, même plein pot. Bon les 47 chevaux 5, ils passent au sol sans encombre via les pneus Dunlop d'origine. Au niveau du comportement routier, eh bien, je vous l'ai dit, une machine facile à mettre sur l'angle, qui y reste, qui est stable, n'a pas eu de problème de guidonnage, la direction, elle est franche. C'est une moto évidente, qui dévoile plein de qualités finalement, justement dynamique lorsqu'on roule. C'est rigolo parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le genre de moto, la CB500X, sur laquelle on va pas se retourner en bavant, on va être honnête, c'est pas la moto coup de cœur, mais c'est la moto, quand on roule comme ça, tout au long de la journée, sur des revêtements différents, vous voyez, là, hop, on arrive sur une route qui est beaucoup plus dégradée, on est en confiance, on est bien avec cette moto. Elle avale toutes les bosses, je suis pas secoué, je garde un bon contrôle, regardez là, hop, j'amplifie les mouvements au guidon volontairement, la moto continue à tracter tout droit sans problème. Allez, on parle un peu du moteur. Alors ce moteur, je vous l'ai dit, il est natif A2. Il s'agit donc d'un bicylindre en ligne de 471 cm3. J'en profite au passage pour vous faire remarquer que chez Honda, le bicylindre en ligne, ça devient un petit peu la marque de fabrique. Il y en a à toutes les sauces, puisque la majorité des motos de la gamme actuelle sont propulsées par un bi en ligne, à savoir l'Africa Twin, ses variantes routières NT1100 et custom CMX 1100 Rebelle. Et on a aussi la fratrie NC750 qui se décline également en roadster, en trail entre guillemets, la NC750X que nous avons longuement testé, et les scooters XADV et Forza 750. Donc tout ça, c'est du twin parallèle. Alors pourquoi du twin? Pourquoi ce choix de motorisation de la part de Honda? Tout simplement parce que ce sont des moteurs économes, ronds, bien équilibrés d'origine, donc des moteurs effectivement qui s'adaptent parfaitement là pour cet exercice de moto comme ça d'entrée de gamme. Alors on parlait d'économe, un exemple, on a fait le plein tout à l'heure, après 240 km composés de villes, de voies rapides, beaucoup de réseaux secondaires, et on a consommé 4,50 litres, donc mesuré à la pompe,
ce qui est vraiment très bien, hein, sachant que la moto, on a fait des relances, on a testé ses reprises, on l'a poussé en conduite dynamique, donc 4,5 litres dans ces conditions. C'est très très bien, surtout au prix actuel du samplon. Je vous parlais également de rondeur de ce type de mécanique qui est calé à 270 degrés ici. Cette rondeur, elle permet de descendre très bas dans les tours à 45 km/h en 6e, à 2000 tours. Là, on est vraiment à son seuil de souplesse. Elle va pas en dessous, mais c'est déjà très très bien. Elle reprend à 45 en 6e. Elle repart. Pas de chaos. Sur les rapports intermédiaires et inférieurs, on peut descendre quasiment à 1500 tours. Ce moteur, il est doté d'une boîte 6 vitesses qui présente des rapports assez courts, puisque en 6e, à 90 km/h, on est à 4000 tours, et à 130, on est à 6000. Donc sachant que la moto entre en zone rouge à 8005, vous voyez, hein, ça a tendance à tourner un peu vite. Nous, on a détecté aussi des vibrations à mi-régime, pas toujours agréables, qui se propagent dans les mains, ensuite sous les fesses, notamment au cap des 6000. Ce moteur, il a une sonorité donc syncopée de bicylindre. Elle est plutôt agréable, hein, cette sonorité. Là encore, hein, on apprécie que les constructeurs bossent sur ce point. C'est fini, hein, les motos à papy qui font un bruit de motoculteur, notamment dans les catégories justement des utilitaires, entre guillemets. Là, on a une sonorité sympathique, presque joyeuse. Elle est juste un tantinet discrète. Et bon, pour du quotidien, pour du tous les jours, c'est bien aussi d'avoir une moto qui fait pas de bruit. Ce moteur, il a été retravaillé par le biais de l'injection afin de booster ses très bas régimes. Et il faut avouer qu'entre 2 et 4000, on a des relances plutôt coupleuses, hein, compte tenu des performances, hein, notamment les 43 Nm de couple. Donc on a des relances franches entre 2 et 4. Ça c'est agréable pour sortir de courbe, pour dépasser. En revanche, arrivé à 4000, là on a une zone un peu intermédiaire entre 4 et 6 où la moto, l'accélération a tendance un peu à se tasser et la machine reprend de l'allant à partir de 6000 justement dans les tours où là hop, elle reprend du souffle si j'ose dire, mais bon, toujours de manière quand même assez gentille, hein. Vous attendez pas à un gros coup de pied au cul. Les modifications apportées, elles sont pertinentes, puisque c'est vraiment dans les bas régimes que la machine a gagné. Et c'est agréable de ne pas avoir à rétrograder sans cesse pour la relancer, malgré sa faible cylindrée. On parlait tout à l'heure de la boîte de vitesse de la CB500X. Eh bien, cette boîte, elle est douce, hein, à l'emploi. Les rapports passent comme dans du beurre, même à la volée, il n'y a aucun problème. Et au pire, si on doit se servir de l'embrayage, celui-ci se révèle très doux également, avec un point d'accroche situé suffisamment près. On termine ce tour de la CB500X avec son tableau de bord. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors ce tableau de bord, il a effectivement toutes les infos pertinentes. Simplement, certaines sont quand même un petit peu petites, hein. Si vous avez la vue qui baisse, comme ça nous arrive à tous, il faut par exemple de bons yeux pour aller voir le kilomètre des tripes. On n'a pas non plus trouvé que sa gestion des contrastes était optimum. En plein soleil, sincèrement, il est super lisible, hein. Le fond noir avec incrustation en blanc, c'est effectivement super quand on a le soleil dans le dos, où là on le distingue très bien. Par contre, paradoxalement, ça manque un peu de lumière quand on est dans les parties à l'ombre, où là on a un peu de mal à lire toutes les informations. Ça manque un peu de luminosité. Place au bilan de cet essai CB500X, avec un bilan, vous l'avez compris, positif pour cette évolution 2022. Une moto homogène, bien équilibrée, à qui il manque peut-être un petit peu de piquant, notamment mécanique, pour avoir davantage de personnalité. Maintenant, tout dépend de quel côté on se place pour l'examiner justement. Est-ce que cette machine va être destinée à une utilisation, on va dire, utilitaire, comme on parlait tout à l'heure, auquel cas cette personnalité un petit peu effacée ne sera pas un défaut, ou est-ce qu'on attend davantage de fun de cette moto, à savoir une moto polyvalente toute la semaine,
et qui va permettre de dégoupiller entre guillemets le week-end pour la balade du dimanche matin à bride abattue. Tout est une question de positionnement. Toujours est-il que dans 90% des cas, la machine remplit parfaitement sa tâche avec donc un côté besogneuse, avec donc cette personnalité docile qui, pour certains, effectivement, pourrait manquer un petit peu justement de caractère. Mais globalement, on a un package très bien équilibré, très réussi, avec des évolutions subtiles. Les efforts apportés par Honda, que ce soit au freinage ou sur l'injection, portent leurs fruits et renchérissent encore toutes les qualités naturelles de cette moto qui n'en manquait déjà pas et qui constitue une grosse partie des ventes de la gamme CB500, que ce soit en France ou en Europe. Puisqu'on parle de vente, parlons un peu brousouf. La machine s'affiche depuis le mois d'avril à 7 299 €, en hausse donc. Il y a un écart de 500 € par rapport au Roadster CB500F. Ces 500 € sont-ils justifiés? Oui, de par l'agrément supplémentaire prodigué par la protection, cette roue de 19 pouces. En revanche, ce positionnement prix interpelle. On se retrouve à l'équivalence d'une MT-07 ou d'une Z650, certes, des simples roadsters, entre guillemets, mais tout de même. 7 300 € donc pour une moto de 47,5 chevaux, ça commence quand même à faire un petit peu cher. On aurait apprécié que Honda, avec cette augmentation, introduise quelques aspects pratiques supplémentaires, voire pour le plaisir des yeux, lui accorde les étriers radio des autres CB500. Reste une moto bien née, qui a de l'allure quand même, regardez avec ses nouveaux graphismes et cet air baroudeur, qui permet quelques petits passages en tout-terrain roulant comme nous avons pu le voir précédemment, qui se monte confortable, agréable, aussi bien adapté à un débutant qu'à un motard plus aguerri. En revanche, et c'est à la fois une de ses qualités et un de ses défauts, sa puissance maxi de 47,5 chevaux la prédestine, idéalement pour les permis A2, qui ont le droit justement uniquement à cette puissance. En revanche, ça signifie qu'après cette période probatoire de 2 ans, vous ne pouvez pas la faire débrider pour bénéficier de davantage de puissance. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de comparaison avec une Z650 ou une MT-07. Certes, comparaison biaisée, puisqu'il s'agit de roadsters, mais il s'agit de roadsters qui font 20 chevaux de plus. Donc à tarif égal, on se dit que un roadster avec une petite bulle et quelques agréments pour faire des portions utilitaires, ça le fera aussi tout à fait bien, sauf qu'il y aura donc une puissance supplémentaire dans le cadre de la Yamaha et de la Kawasaki. Ça aussi, ça mérite réflexion. En attendant, Motonet vous souhaite beaucoup de plaisir à venir lors de vos futures balades et rendez-vous très bientôt pour un prochain essai. Restez connectés.